si la Révolution américaine a eu une importance quand même très grande, la Révolution française, elle, aura une portée encore plus grande. Parce que, bon, ce qui s'est passé en Amérique du Nord, ben, c'était loin du cœur de l'Occident, c'était loin de l'Europe, alors que la France, c'est une des grandes puissances en Europe et qu'à partir du moment où la France entre en révolution, c'est clair que l'impact que va avoir cette révolution-là va se faire ressentir de façon pas mal grande. Donc, ce royaume-là qui fonctionne depuis très longtemps, ce royaume-là qui était presque le modèle de l'absolutisme, bon, ben, va être secoué par toutes sortes de crises et ça va conduire éventuellement, justement, à cette fameuse révolution française. Ça va s'amorcer, donc, ça va s'amorcer, ce mouvement-là, durant les années 1770, 1780, et que là, justement, il y aura une accélération des choses à partir des années 1788-89. Et là, ben, il y aura justement une espèce de cassure qui va s'effectuer à ce moment-là. Donc, la France, qu'il faut voir, quand on essaye de voir les causes de la Révolution française, il faut voir que c'est un État qui est profondément divisé. C'est un royaume qui est en crise notamment parce que, ben, si on regarde juste simplement cette carte-là, qui nous montre bien l'alphabétisation en France sous l'Ancien Régime, ça veut dire en France avant la Révolution. Et là, définitivement, on voit ce que les historiens appellent l'axe Saint-Malo-Genève, c'est-à-dire cette ligne-là qui divise vraiment la France en deux. Donc, un nord de la France qui est un peu plus scolarisé, alphabétisé par rapport au sud. Ça, c'est déjà un élément de division qu'on nous montre. L'autre chose aussi, c'est que si on fait juste regarder les langues, les différentes langues parlées en France, ça serait faux de penser que tous les Français à ce moment-là parlaient le français. Non, chacune des régions avait son langage, avait son patois, donc il y avait des langues populaires diverses et le français est loin justement d'être la langue dominante. Donc c'est vraiment un territoire qui est profondément divisé. C'est un territoire aussi, c'est un royaume qui est aux prises avec des difficultés économiques énormes. Ne serait-ce que juste l'entretien des courtisans, donc ces individus qui passent leur temps à Versailles autour des rois de Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI. L'entretien de ces gens-là coûte énormément cher à l'État. Évidemment, c'était une des clés du succès du régime absolutiste, c'est-à-dire garder la noblesse complètement inutile à ne rien faire à la cour. C'est ce qui permettait au roi de fonctionner sans entrave à son pouvoir. Mais évidemment, l'entretien des courtisans, ça finit par coûter très cher. L'autre élément aussi qu'il faut constater, c'est le coût des guerres. Depuis Louis XIV, la France est engagée dans toutes sortes de guerres, que ce soit la guerre de 7 ans ou après ça la guerre de succession d'Autriche, des combats qui ont lieu en Bavière, en Pologne, à différents endroits. Donc l'entretien de l'armée, qui, je le rappelle, l'armée compte à peu près 300 000 hommes en temps de paix et beaucoup plus en temps de guerre. Donc l'entretien de ces soldats coûte excessivement cher à l'État. Aussi, on va s'apercevoir qu'à compter des années 1760, 70, 80, on va voir justement une chute graduelle des prix agricoles. Autrement dit, les agriculteurs, s'ils sont capables de produire, mais la vente de leurs produits leur rapporte très peu. Donc, on voit un appauvrissement graduel dans les campagnes. Et ça, bien évidemment, si on dit crise agricole, baisse des prix agricoles, ça va affecter au bas mot 85 de la population. Il y a des régions agricoles qui s'en sortent mieux, mais grosso modo, on peut estimer que c'est à peu près 85 des agriculteurs qui souffrent de cette chute des prix agricoles-là. D'autant plus aussi qu'il y a des mauvaises récoltes qui vont avoir lieu en 1787-88. Les hivers sont plus froids, sont plus longs, il y a beaucoup de grêle et au printemps et à l'automne, il y a souvent des inondations. Par conséquent, justement, 2 années durant lesquelles il y a de très mauvaises récoltes. Et là, ben, ça va vouloir dire la hausse des prix des grains. Donc, que ce soit les différents grains, que ce soit le blé, que ce soit le seigle et tous les autres grains. Hausse des prix du grain et donc hausse des prix de la farine. Et ça veut dire qu'un des éléments de base de l'alimentation des Français, c'est-à-dire le pain va finir par coûter très cher et ça va affecter les habitants des villes. Aussi, ces difficultés économiques, ben, ça va créer une espèce de mouvement de panique dans les campagnes. Parce que cet appauvrissement
n'allège pas nécessairement le fait que ces agriculteurs doivent encore des redevances à leurs seigneurs. Et là, il y a une espèce de mouvement de panique qui commence à s'effectuer. On va appeler ça la Grande Peur, à l'été 1789, donc tout juste avant que se déclenchent les événements révolutionnaires. Déjà à l'été 1789, il y a des mouvements de révolte, il y a des mouvements de peur qui vont se déclencher un peu partout à travers la France. On dénombre au-delà de 8000 révoltes paysannes durant ce seul été 1789. Donc, ce sont des individus, ce sont des personnes, ce sont des régions qui vont s'enflammer parce que, justement, on craint des représailles des seigneurs si, des nobles, si on n'arrive pas à payer les redevances qu'on leur doit. Donc, il y a déjà une France très, très, très agitée avant même que commence comme telle la révolution à proprement parler. Donc, une France affaiblie sur le plan économique, une France divisée, et une France qui continue à regarder justement et à se poser des questions sur justement cette administration royale, que ce soit Louis XIV, Louis XV, mais là justement plus proche des événements de la Révolution, c'est-à-dire le roi qui est en place, Louis XVI, et sa femme Marie-Antoinette. On s'interroge énormément sur leur train de vie, sur le train de vie fastueux qu'ils emploient, que ce soit donc à Versailles, où c'est un palais avec d'immenses richesses, on l'avait vu lors d'une autre capsule, ou que ce soit les nombreuses résidences royales, on s'interroge de plus en plus, particulièrement ceux qui paient des taxes, c'est-à-dire des bourgeois, des paysans, ce sont eux qui paient les taxes, on s'interroge de plus en plus sur ce rythme de vie-là. Au début des années 1780, ben, entre en scène un personnage qui s'appelle Jacques Necker. Necker sera ni plus ni moins le ministre des Finances de Louis XVI. Necker va devenir très populaire auprès d'une partie de la population, particulièrement des bourgeois, parce que lui, il va tenter quelque chose. Il va essayer de changer des choses. D'abord, il comprend très bien que la France s'en va vers la banqueroute. En fait, c'est un des premiers ministres des Finances, en fait, peut-être même le premier, à faire un véritable budget, c'est-à-dire s'interroger quelles sont les sources d'entrée d'argent et à quel endroit aussi la France dépense beaucoup. Et on s'aperçoit que, évidemment, les dépenses dépassent largement les entrées d'argent. Donc, ce que fait Necker, c'est éviter la banqueroute. Donc, il va se rapprocher des bourgeois. Il va effectuer des emprunts massifs auprès de certaines banques pour couvrir les dettes de l'administration. On tente de plus en plus, comme je disais, d'associer la bourgeoisie à l'administration en créant des assemblées provinciales, c'est-à-dire donc des espèces de mécanismes de consultation dans les différentes régions de la France. On va supprimer les douanes intérieures, c'est-à-dire que d'une région à l'autre en France, il existait des formes de douane et quand certains produits circulaient d'une région à l'autre, il y avait des frais de douane à payer. Necker veut favoriser le développement économique, donc il va supprimer les douanes intérieures. Donc, essayer de relancer finalement l'économie française et éviter, comme je le disais, la banqueroute. Mais surtout, 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 ce que propose Necker, c'est d'uniformiser les impôts. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que uniformiser, ça veut dire que ce ne seront plus juste les membres du tiers-État qui paieront des impôts, mais selon Necker, la noblesse et le clergé grand propriétaire foncier, devraient aussi payer des impôts. C'est évidemment une décision qui est très impopulaire auprès justement de ces privilégiés qui ne payaient pas d'impôts. On va congédier Necker pour mieux le réengager plus tard. Mais donc, il lance quelque chose, il lance une idée. Sauf que donc, là, si on regarde les tensions qui peuvent exister entre les réformateurs, donc ceux qui voudraient changer des choses en France, les tensions avec dans les campagnes, les tensions avec la noblesse qui refuse des changements proposés par Necker, ben là, le roi se sent dans le besoin de convoquer une institution qui n'avait pas été convoquée depuis 1614. Donc, ce sont les États généraux. Donc, c'est une espèce de rencontre, c'est un lieu de discussion entre les membres des trois grands ordres de la société française, c'est-à-dire le clergé, la noblesse et le tiers-État. Donc, Louis XVI annonce la tenue de ces États généraux et les États généraux vont s'ouvrir le 1er mai 1789 dans une espèce de pardon, grande cérémonie très, 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 très pompeuse d'une certaine manière au palais de Versailles et ensuite, ben, les délibérations vont se transporter à Paris en tant que telles. Donc, les États généraux, comme je le disais, ça regroupe des représentants des trois grands ordres sociaux. Donc, on peut voir justement complètement à droite ici, on peut voir justement les députés du clergé qui vont siéger. Donc, le clergé, c'est 130 000 membres du clergé qui, en France, ça représente à peu près 0,5 de la population française.
Ensuite, il y a la noblesse. Les nobles, en France, il y en a à peu près 350 000 à ce moment-là. Ça représente à peu près 1,5 de la population totale de la France. Et donc, la noblesse va envoyer 270 délégués à ces États généraux. Le clergé en enverra 291 délégués. Et puis finalement, il y a les membres du tiers-État. Donc, ce sont eux qui représentent, ce sont les bourgeois, ce sont les agriculteurs qui forment le tiers-État. C'est 28 millions de personnes en France, c'est 98 de la population. Et le tiers-État va envoyer essentiellement 300 délégués, à peu près tous, provenant à peu près tous de la noblesse. Donc, beaucoup de personnes qui se réunissent et pour discuter des choses. Les membres du tiers-État arrivent, eux, très souvent équipés d'un petit cahier qu'on appelle les cahiers de doléances. Donc, ce sont une espèce de relevés dans chacune des régions de la France, de problèmes, de récriminations, de choses qu'on voudrait voir changer. Donc, chacun des députés du tiers-État arrive sous le bras à ces États généraux, avec sous le bras ce petit cahier-là, en espérant que le roi les écoute. Mais très rapidement, ces députés du tiers-État vont déchanter parce que le roi ne les écoute pas. Et surtout, les députés du tiers-État s'aperçoivent que quand il sera temps de prendre des décisions, que ce ne sera pas un vote par tête, c'est-à-dire que ce ne sera pas un vote par député, mais bien un vote par ordre. C'est-à-dire que le clergé a un vote, la noblesse a un vote et les députés du tiers-État ont un vote. Donc, on voit que c'est complètement illégitime comme processus. De telle sorte qu'après quelques semaines de délibération, après quelques semaines de discussion, les députés du tiers-État s'aperçoivent qu'il n'y a plus rien à faire et qu'à partir du 17 juin, le tiers-État décide qu'ils sont les véritables représentants de la nation française et ces députés du tiers-État vont se proclamer justement Assemblée nationale. Et à partir de ce moment-là, ces députés-là vont commencer à prendre des décisions et graduellement, ben, c'est ce qui va amener justement la première phase de la Révolution française, c'est ce qu'on appelle la Révolution bourgeoise et libérale. Donc, tout ça est scellé. C'est donc, comme je disais, le 17 juin 1789, les députés du tiers-État se proclament véritable Assemblée nationale. Et le 20 juin 1789, réunis au jeu de paume, le jeu de paume, ben, appelons ça, ça serait peut-être ça serait peut-être l'équivalent du centre de tennis local. Donc, dans une grande salle, les députés du tiers-État et quelques dizaines de membres de la noblesse et du clergé qui se sont ralliés vont se prêter un serment comme quoi ils représentent véritablement la nation française et qu'ils ne se sépareraient jamais, jamais, jamais. Et à partir de ce moment-là, cette Assemblée nationale commence un processus de rédaction d'une constitution et surtout vont commencer à prendre des décisions qui vont être vraiment marquantes et qui vont changer la France. Avant ça, qu'il y ait ces décisions-là, c'est que la ville de Paris va entrer en ébullition d'une certaine manière. Le 11 juillet 1789, le roi de France va à nouveau congédier son ministre des Finances, Jacques Necker, qui était très populaire auprès du tiers-État. Et là, ben, la foule parisienne va descendre dans les rues. Et le 14 juillet, cette foule parisienne va descendre vers la Bastille. La Bastille, c'est une espèce de grande forteresse royale qui servait de prison et qui représentait d'une certaine manière euh, l'oppression absolutiste, la pression du roi en France. Donc, la foule va descendre justement vers cette prison-là. On va forcer les portes et on va tuer quelques soldats et on va libérer 7 prisonniers. Évidemment, c'est très symbolique. C'est pas nécessairement toute la France qui s'embrase en même temps, mais la prise de la Bastille montre bien justement que le pouvoir justement peut venir de la rue d'une certaine façon. Donc, cette révolution bourgeoise, ben, c'est cette Assemblée nationale qui commence à avoir de plus en plus le contrôle de la situation. Le 4 août 1789, on va voter l'abolition des privilèges. Donc, tous les privilèges dont pouvaient jouir la noblesse et le clergé, c'est-à-dire le fait de ne pas payer d'impôts et ainsi de suite, ben, tout ça, justement, va disparaître. Donc, c'est une première étape, c'est un premier pas. Ensuite, le 26 août 1789, cette même Assemblée va adopter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Euh, c'est très intéressant. Le marquis de Lafayette, qui avait été un héros de la Révolution américaine, ben, va lire justement la première fois ce texte-là, ce document-là. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette déclaration? Ben, essentiellement, c'est qu'elle prépare le terrain pour l'établissement en France d'une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire une monarchie où le pouvoir du roi serait limité justement par des institutions, notamment un parlement qui disposerait quand même de grands pouvoirs.
Cette déclaration des droits de l'homme, elle parle d'habeas corpus, c'est-à-dire un peu, donc on s'inspire du principe anglais qu'on ne peut pas avoir, par exemple, on ne peut pas faire d'arrestation arbitraire. Elle proclame la liberté d'opinion et d'expression et elle prépare justement, comme je dis, l'établissement d'un gouvernement fort intéressant, celui justement où on aurait les trois niveaux de pouvoir séparés, c'est-à-dire le niveau exécutif il serait séparé du niveau exécutif et du niveau judiciaire. Donc, c'est une déclaration qui est fort importante, qui annonce des choses très prometteuses. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, euh, cette Assemblée nationale travaille toujours à préparer justement une constitution qui, pour la première fois dans l'histoire de France, diviserait, en fait, poserait véritablement des règles de fonctionnement très claires. Donc, c'est un document, la Déclaration des droits de l'homme, qui va quand même assez loin. Cette Assemblée nationale va travailler, et évidemment, il y aura de fortes tensions. On a des gens qui vont se regrouper par camp. Bon, on ne parle pas nécessairement encore de partis politiques, mais si vous regardez, donc, cette Assemblée nationale française, elle est divisée, elle siège dans une salle qui est en forme de demi-cercle. Et là, on a le président, et à gauche du président, on a ceux qu'on appelle les constitutionnels et les démocrates, c'est-à-dire des personnes qui veulent, bon, des idées un peu plus progressistes, qui veulent vraiment réformer la France. Les constitutionnels veulent une monarchie constitutionnelle. Les démocrates voudraient, à la limite, pour plusieurs, abolir carrément la monarchie. Et de l'autre côté, siégeant à droite du président, on a les monarchiens et les aristocrates, c'est-à-dire des gens qui sont un peu plus réfractaires au changement et qui voudraient conserver les traditions, donc qui sont un peu plus conservateurs. Et là, ben, vous remarquerez, c'est de là que viennent ces expressions la gauche et la droite, c'est-à-dire généralement les gens les plus progressistes, on les dit à gauche, et les gens plus conservateurs sont à droite. Alors, cette notion-là de gauche et de droite vient directement de la salle où siégeaient les parlementaires français. Cette Assemblée nationale, donc, pendant qu'elle travaille à la rédaction d'une constitution, elle est quand même très active. On va complètement réorganiser la façon, la structure administrative de la France. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, diviser la France en 83 départements. 83 départements qui auront une structure administrative semblable. 83 départements qui auront chacun un chef-lieu. Donc, c'est le point en noir ici. Donc, un chef-lieu, c'est une espèce de petite capitale régionale. Et donc, pourquoi 83? Ben, c'est tout simplement, c'est tout bête, c'est qu'on a calculé justement les distances. On devrait être capable, à partir du chef-lieu de chacun des départements, être capable de rejoindre les limites du département en une journée à cheval. C'était simplement, donc c'est sur cette base-là qu'on va diviser la France. Donc, c'est une structure qui existe encore en France aujourd'hui. Donc, ce qu'on voit, ce sont des personnes qui sont animées justement d'un désir de changement, mais de donner à la France justement une structure administrative qu'elle n'avait pas vraiment jamais eue auparavant. Finalement, l'Assemblée nationale va accoucher justement d'un projet de constitution. Donc, c'est la constitution de 1791. Donc, là, on croyait vraiment que c'était la nation avec le roi. Donc, tout d'un coup, main dans la main, la royauté pourrait fonctionner avec le peuple et il y aurait quelque chose qui fonctionnerait bien dans ça. Mais ce qu'on s'aperçoit très, très rapidement, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a de la résistance, il y a une opposition à la révolution. Si on regarde simplement cette carte-là, je vous donne ça comme exemple. La Constitution de 1791 n'abolissait pas la religion, mais a essayé de démocratiser la religion en quelque sorte. C'est-à-dire que les curés, les prêtres devaient être élus à partir de maintenant. Et une fois élus, ces prêtres-là devaient justement prêter un serment à la nouvelle Constitution, prêter un serment comme quoi ils respecteraient la nouvelle Constitution. Alors, si vous voyez justement cette carte-là, selon cette carte-là, les zones plus foncées, c'est là où justement il y a un taux plus élevé de prêtres qui ont prêté serment. Et les régions qui sont pâles, ce sont les régions où il y a moins de prêtres qui vont prêter serment. Donc, on voit vraiment qu'il y a des noyaux, des endroits un peu partout à travers la France où il y a véritablement de la résistance à cette révolution-là. Donc, tout n'est pas gagné nécessairement. Aussi, ce qu'il faut voir, c'est que bien qu'ils aient travaillé une constitution qu'on voulait progressiste et tout ça, c'est que le roi de France lui-même ne veut rien savoir de la constitution. Louis XVI et sa famille vont même tenter de s'enfuir en 1780, en 1780, pardon, en 1791, vont tenter de s'enfuir de la France en cachette pour tenter de rejoindre l'Autriche. L'Autriche était le pays natal de Marie-Antoinette et de là, justement, fomenter une espèce de soulèvement de l'extérieur pour venir renverser cette révolution française.
Malheureusement pour la famille royale, en cours de route, ils vont être reconnus dans une auberge à Varennes. Et là, la famille royale, ben, elle est arrêtée, ramenée à Paris, où on va la placer en garde à vue. Et à partir de ce moment-là, où ça devient vraiment flagrant que la royauté ne veut pas suivre cet exemple, ne veut pas embarquer dans le processus d'une monarchie constitutionnelle, bien là, à ce moment-là, la révolution va prendre une tournure plus radicale. C'est ce qu'on va appeler la révolution égalitaire et totalitaire. Donc, une période qui va durer essentiellement 2 ans, durant laquelle, durant laquelle la France va passer à travers une période très dure. Ce qu'il faut comprendre, rendu en 1792, c'est que là, bon, je viens de le mentionner, il y a des ennemis intérieurs à la Révolution. Ouais, il y a des gens qui s'opposent véritablement à la Révolution, voire même que dans une certaine, voire même si par exemple le cas de la Vendée, où il y aura carrément une révolte contre la Révolution. Mais aussi, c'est que la Révolution française, elle était menacée par des puissances extérieures, que ce soit justement en provenance de l'Italie, que ce soit en provenance de l'Autriche, en provenance, que ce soit les Anglais, les Hollandais, les Prussiens, on va tous tenter justement de venir, tous ces États vont collaborer un peu mal, un peu de façon gauche au début, mais on va essayer justement de venir renverser la Révolution. Donc, dès le départ, ce nouveau gouvernement, à partir de 1792, va devoir affronter des ennemis extérieurs. Mais curieusement, la France, qui était passablement désorganisée de l'intérieur, elle va avoir de beaux succès sur le plan militaire durant cette période-là. Je vais y revenir dans quelques instants. À partir du moment où justement à partir du moment où on va la France essaie de combattre les ennemis extérieurs, on va voir justement aussi qu'il y a des tentatives à l'intérieur de renverser le gouvernement. Il y a eu une insurrection à Paris le 9 et 10 août, où on va carrément, là à ce moment-là, c'est la foule parisienne qui va prendre d'assaut le palais dans lequel on garde le roi. On va tuer 900 soldats. Et on va déplacer le roi ailleurs, le roi et sa famille ailleurs pour mieux les garder à vue. Donc, on voit vraiment, là, il y a une espèce de notion de tension. Mais les travaux parlementaires continuent et on veut vraiment justement marquer le changement des choses. Le 21 septembre 1792, il y a un décret de l'Assemblée nationale française qui proclame justement l'abolition de la monarchie et ça, on va proclamer la République. À partir de ce moment-là, la monarchie n'existe plus en France. Pour vraiment marquer le début d'un temps nouveau, ben là, on va adopter justement toutes sortes de mesures. D'abord, des mesures, justement, on va donner les moyens à l'armée de vaincre des ennemis extérieurs. Il faut voir que cette armée elle est en train de se rebâtir. Pourquoi? Parce que beaucoup de ses chefs, beaucoup de ses généraux étant des nobles, se sont exilés à l'extérieur. Donc, c'est une armée qui est en train de se renouveler et qui va permettre justement la montée en grade très rapide de plusieurs jeunes soldats. Notamment, par exemple, Napoléon Bonaparte, qui va monter très rapidement en grade et va se retrouver à 25 ans comme général. Donc, la Première République, donc, on se donne des moyens pour battre les ennemis à l'intérieur, à l'extérieur, et aussi on va se donner des moyens pour essayer de réprimer justement les ennemis de la Révolution à l'intérieur. Donc, on va aller même jusqu'à supprimer certaines libertés temporairement, comme par exemple la liberté de parole, la liberté de presse, afin justement de mieux écraser ces mouvements contre-révolutionnaires. Pour marquer vraiment le début d'un temps nouveau aussi, on va abandonner la vieille façon de faire et on va refaire le calendrier littéralement. On va, par exemple, renommer les mois. Là, vous voyez ici, bon, c'est représenté de façon très allégorique, mais les mois d'automne. C'est brumaire, frimaire et vendémiaire, ce sont les mois d'automne. Ensuite, on a ventose, pluviose et nivose, ce sont les mois d'hiver. Printemps, ça c'est floréal, prairial et germinal. Et puis finalement, les mois d'été, on aura messidor, thermidor et fructidor. Et là, ben, on ne compte plus les années à partir de la naissance du Christ, mais bien à partir de la création de la République, on embarque avec l'an 1. Et puis voilà, les semaines ne sont plus des semaines de 7 jours, mais bien 3 semaines de 10 jours à chaque mois. Donc, ces semaines-là, on les appelle des décades. Et la France, donc, adopte ce calendrier, donc 12 mois de 30 jours. 12 mois de 30 jours, 12 mois égaux de 30 jours. Et à la fin de l'année, il y a 5 jours qu'on appelle les jours complémentaires, qui sont des jours de congé de fin d'année. Ce qu'adopte aussi cette assemblée de la Première République, on va complètement bouleverser le système des poids et mesures. On y travaillait déjà depuis quelques années, mais finalement, ça va se concrétiser à ce moment-là. Et c'est là qu'on va justement mettre en place le système métrique qui va être pas mal plus simple à utiliser. Et surtout, c'est qu'on va commencer pour la première fois à utiliser
système de poids et mesure unique à travers toute la France. C'était un problème très sérieux auparavant. Un problème très sérieux qui faisait en sorte que lorsqu'on passait d'une région à une autre, comme on n'utilisait pas les mêmes systèmes de poids et mesures, ben là, à ce moment-là, ça rendait le commerce plus difficile. Donc, l'instauration du système métrique, c'est pas mal là que ça se passe. Donc, ce qu'on voit finalement, c'est que la France, administrativement, avec les départements, ça s'uniformise. Avec le système métrique, uniformisation aussi. Donc, la France est vraiment en train de se changer complètement. L'étape suivante pour le mouvement révolutionnaire, ben, ça va être le procès du roi. Euh, au début, ben, il y aura 30, il sera accusé de 30, on va soulever 33 chefs d'accusation. Le procès du roi va se dérouler devant l'Assemblée nationale et les jurys, essentiellement, ce sont des 749 députés. Fondamentalement, on peut résumer ça en trois questions. Les questions qu'on va poser aux députés, donc, est-ce que Louis Capet, donc Louis XVI, est coupable de conspiration? Et le jugement, une fois que les députés auront rendu leur jugement, est-ce qu'il faudra soumettre ce jugement-là à la ratification populaire, donc demander à la population de voter s'il est d'accord ou non avec le verdict? Et puis finalement, la troisième question, c'est quelle sera la peine? Donc, Louis Capet est-il coupable de conspiration? Oui. 642 députés vont dire oui. Est-ce qu'il faut soumettre ce jugement-là à la ratification populaire? On va dire non. Et puis finalement, en bout de ligne, troisième question, quelle sera la peine? À ce moment-là, le vote va être un peu plus serré. Mais 366 députés, ce ne sont pas tous les députés qui vont voter à ce moment-là. 366 députés, donc une courte majorité, vont décider que Louis XVI devra être mis à mort. Donc, le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné. Donc, sur la place publique à Paris. Et quelques mois plus tard, sa femme Marie-Antoinette va subir le même sort. Comme je le disais, puis je me répète peut-être un peu souvent, mais c'est pas grave, la France et donc la Révolution française, elle est menacée de l'intérieur et de l'extérieur. Et les dirigeants, justement, de cette première République vont prendre des moyens véritablement extrêmes pour mettre un terme, justement, pour essayer d'écraser ses ennemis, particulièrement à l'intérieur de la France. Au mois de septembre 1793, l'Assemblée nationale va adopter ce qu'on appelle communément la loi des suspects. Donc, c'est une loi qui permet aux autorités d'arrêter toute personne suspectée de remettre en doute le fonctionnement du gouvernement, toute personne suspectée d'avoir des activités antigouvernementales. Donc, finalement, ça va être le festival de la délation et les individus seront arrêtés et seront jugés devant une cour révolutionnaire mon Dieu, qui est sans appel et qui va rendre des jugements très rapides. Et là, à ce moment-là, ben ça va se passer partout, un petit peu partout comme ça à travers la France. Et là, ça va être la collecte de suspects à gauche et à droite. Et là, il va se commettre des actes absolument atroces. Seulement, juste à Lyon, au mois de décembre 1793, c'est ça, il y a 1867 personnes qui vont être fusillées après avoir été arrêtées et sommairement jugées dans la ville de Nantes. C'est à trois reprises, on va carrément noyer des personnes suspectes dans la Loire, qu'on va commencer à appeler à ce moment-là la baignoire nationale. Donc, c'est de 2 à 4 000 noyades que ça s'effectue en trois fois. Donc, c'est carrément justement des gestes de cruauté un peu partout comme ça à travers la France. Donc, cette terreur-là, ça va durer à peu près un an, des arrestations massives, des exécutions massives. Et là, on estime, c'est difficile à savoir, mais les meilleurs historiens de la période estiment que c'est peut-être de 35 à 40 000 personnes qui auraient péri durant cette terreur. Évidemment, la France est complètement désorganisée et que je vous dirais que la bourgeoisie qui avait porté au départ sur ses épaules l'élan révolutionnaire, une bourgeoisie plus modérée, va vouloir que les choses, que cet état de situation arrête carrément et qu'on reprenne un cours normal des choses afin que les affaires puissent reprendre. Donc, rendu en 1794, ben justement, cette bourgeoisie modérée arrive à reprendre le contrôle d'une certaine manière sur l'Assemblée nationale. Les esprits plus calmes vont prévaloir. On va arrêter Robespierre, qui était le chef de ce gouvernement-là, et quelques-uns de ses collaborateurs, et on va carrément Robespierre, donc l'arrêter, l'envoyer, et il sera lui-même guillotiné. Et à partir de ça, les choses vont redevenir plus calmes.
on va faire une pause ici dans l'action et qu'on va reprendre après ça et on va revoir justement qu'à partir de 1795, à partir de 1794-95, on va revoir la France retourner graduellement vers l'absolutisme.